Dans le chapitre 1025 de One Piece, alors que l'attention était portée sur l'incroyable confrontation entre Kaido et Yamato, l'ancien empereur avait lâché une révélation qui changeait toute notre façon de voir le manga. L'existence d'une race à part entière a été mentionnée dans ce duel familial. Afin de comprendre pourquoi cela est important, faisons un retour en arrière. Eiichiro Oda a toujours eu cette habitude de nous faire comprendre comment de petits détails au sein de conversations peuvent avoir un impact important, même une décennie plus tard. C'est comme ça que sur cette chaîne, par exemple, on avait tous compris que les Figarland étaient liés à God Valley, et que God Valley était sur West Blue. Oda a créé un monde vaste, avec un large éventail de peuples et de tribus qui vivent à travers ces pages. Ces tribus n'ajoutent pas juste du chara-design, elles guident le destin, dessinent le passé et mènent des arcs centrales de ce manga. Plus nous nous aventurons dans ce monde, une ombre émerge de l'histoire, l'ombre des actions du gouvernement mondial pendant le siècle oublié, ainsi que les siècles suivants. Ce dialogue montre comment Oda prépare la révélation du plus grand massacre, comment tout cela est lié à Joy Boy, aux races antiques et à la future grande purge que Luffy devra stopper. Plongeons ensemble dans cet univers sombre et allons démêler les histoires supprimées, ainsi que les secrets sombres qu'elles cachent. Dans le chapitre 951, la Yonko Big Mom voyant King le Lunarien expliquait qu'il lui manquait 3 races mystérieuses dans tout son archipel Totoland. L'arc Whole Cake nous avait déjà convaincus quant au fait que les géants faisaient partie de cette liste, notamment par rapport à l'histoire entre Lola et le prince Loki. Avec la découverte de la véritable identité de King, on sait aussi que les Lunariens sont un autre peuple non présent sur le territoire de Big Mom. La question à l'époque était alors, quel est le 3e peuple? Encore une fois, avec le dialogue du chapitre 1025, il y a une très forte probabilité que cela soit les Oni, un peuple qui aurait en eux le sang des géants antiques, différents des autres géants. Mais déjà, c'est quoi les Oni? Et pourquoi ils n'ont jamais été officialisés dans One Piece? Ce que j'appelle Oni, ce sont ces personnages ayant souvent une taille anormale. Ils ne sont pas des géants, mais sont plus grands que certains humains. Et surtout, le gros détail qu'on ne peut pas ne pas remarquer, ce sont ces cornes. Comme Kaido et Yamato, ils auraient une force supérieure à celle des humains normaux. Étant donné qu'ils n'ont pas été officialisés, on ne sait pas vraiment qui en fait partie. Mais le fait que certains hommes de main de Kaido ont nommé Yamato la princesse démon ou princesse Oni laisse penser qu'autrefois il y avait une tribu mais qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Et on reviendra là-dessus plus tard. Les membres restants de cette tribu sont Kaido et Yamato et peut-être certains des Tobiroppo. Au début on peut croire qu'ils ont rajouté des cornes sur leur tête comme le font certains soldats de Kaido qui idolâtrent leur maître. Mais les dessins d'eux du passé montrent qu'ils pourraient avoir ces cornes depuis leur naissance. Et puis il y a aussi un autre descendant possible dont je parlerai plus tard dans cette vidéo. Dans la discussion avec Yamato, Kaido mentionne qu'elle ne sera jamais l'amie des humains et qu'elle devrait abandonner. Pourquoi Kaido aurait de telles paroles? Il ne s'agit pas là simplement du fait qu'elle soit la fille de l'empereur responsable de la mort d'Oden Kozuki, car dans cette discussion, on y mêle l'appartenance génétique. Il y a une grande chance que cette race, des Oni, encore inconnue, soit la 3e race. Mais attention, parce que si jusque-là j'étais sûr de cela, le récent chapitre 1095 du manga m'a totalement retourné le cerveau, avec l'introduction d'un nouveau peuple, les Boucaniers, dont ferait partie Bartholomew Kuma. Et ça change tout, parce qu'il est dit que cette race aurait commis un crime grave il y a très longtemps. Comment tout un peuple peut avoir commis un crime? De plus, ce peuple est aussi au courant de la légende du dieu du soleil Nika, ce qui montre que tout comme les hommes poissons, ce peuple est très ancien, et tout comme ce que je pense pour les Oni, il est dit que ce peuple aurait en eux le sang de géants. Donc maintenant, on se retrouve avec 2 peuples secrets du monde de One Piece, qui pourraient descendre tous les deux de géants qui n'avaient pas été présentés jusque-là, et qui semblent même ne pas être mentionnés publiquement, car rappelez-vous qu'à Sabaody,
Lors de la vente aux enchères, on pouvait voir les prix attribués à chaque peuple, et ces deux peuples antiques n'étaient pas mentionnés. Peut-être tout simplement parce qu'ils sont considérés comme des peuples éteints. Si ces peuples descendent des géants antiques, pourquoi les géants, eux, peuvent-ils apparaître sur cette liste? Et surtout, pourquoi les géants dans le monde de One Piece, eux, peuvent vivre, tandis qu'un peuple descendant des géants se voit être traqué? Peut-être parce qu'ils sont liés à la guerre qui s'est déroulée durant le siècle oublié. Peut-être parce que ces deux peuples sont plus étroitement liés à Joy Boy. まるで手紙。それも謝罪文。一体誰に謝ってるの？あなたは何者なの？ジョイボーイ。 Alors qu'on voyage à travers les mers de l'histoire de One Piece, on découvre de nombreuses légendes datant de temps très anciens, comme le fameux Vanderdecken premier du nom, les mythes du Cloudwaterman, voire même Davy Jones, un homme ayant vécu il y a très longtemps. Mais celle qui est au centre de tous, c'est bien celle du mystérieux Nika. Ce nom plutôt simple, mais très important, a planté la graine de tant de questions. Qui était Nika? Comment cette entité connecte avec le monde que l'on apprécie tant? Retournons quelques années en arrière, lorsque nous apprenions qui était Joy Boy, cette figure mentionnée pour la première fois dans l'arc de l'île des hommes poissons. Une figure liée à la princesse sirène et à l'histoire des poneglyphes. Les récentes révélations pointent vers une possible connexion au-delà de tout ce que l'on imaginait. Jusqu'à alors, les liens entre Joy Boy et géants antiques étaient solides. Mais maintenant, un lien entre Joy Boy et les boucaniers s'est aussi formé. Toutes ces reliques géantes, le chapeau de paille à Marie-Joise, le crâne d'Onigashima, enfin Onigashima qui n'est peut-être pas son vrai prénom. Toutes ces reliques font-elles écho à Joy Boy? Car on se rappelle tous de la fameuse phrase de Zunesha lorsque nous voyons les réelles capacités du Hito Hitonomi modèle Nika. Joy Boy est de retour, montrant que Joy Boy n'est pas juste une personne, c'est peut-être un titre ou un esprit, c'est celui qui hérite de la volonté du guerrier libérateur. Ainsi, il est fort possible que si tout ce qui est autour de la légende Joy Boy soit géant, comme l'Arche Noah, son camarade Zunesha, alors Joy Boy était lui aussi un géant antique, et que le crâne d'Onigashima soit en réalité le crâne de Joy Boy. Mais quelque chose ne va pas selon moi. Par exemple, le chapeau de paille de Marie-Joie est très grand pour un humain, mais pas vraiment grand pour un géant antique, car je rappelle que Oz mesurait 67 mètres à 129 ans. De plus, entre Oni et Boucanier, la différence est clairement notable. Le gouvernement mondial n'hésite pas à utiliser des Oni dans leurs troupes, comme Who's Who, qui était membre du CP9, ou encore le gouvernement mondial qui voulait utiliser Kaido et ont tenté de recréer les géants antiques sur Punk Hazard, alors que les boucaniers, eux, sont tout de suite tués ou mis en esclavage, car dans le passé, ils auraient commis un crime grave. Ainsi finalement, et si tout ce temps la théorie disant que Joy Boy fut un géant antique n'était pas plutôt un peu différente? Joy Boy avait du sang de géant, mais était issu d'un métissage entre géants antiques et humains, les boucaniers. Et ça, c'est l'élément clé. C'est l'élément qui nous montre les actions du gouvernement mondial sur le monde. Un crime au-delà de tout ce que l'on a vu jusqu'à présent. Je parle évidemment de la Grande Purge. Dans le vaste monde de One Piece, bien que l'on puisse trouver plein de belles choses, les pires crimes y sont bien présents. Certains tellement atroces que l'auteur a dit ne même pas pouvoir les écrire dans son manga. Aussi profond que nous plongeons dans le puzzle du siècle oublié, nous découvrons les indices d'un passé ténébreux, l'histoire de peuples oubliés, contes effacés et histoires réécrites. Parmi elles, les Lunariens se distinguent. Connus pour être autrefois une tribu de dieux, leurs habilités uniques leur permettaient de pouvoir imposer le respect chez leurs alliés et en même temps la peur chez leurs ennemis. Leur capacité à contrôler le feu et leur corps armé d'une résistance physique extrême les avaient placés au sommet de la hiérarchie, littéralement au sommet. Barbe Blanche disait qu'avant Marie-Joise, une race ailée capable de produire des flammes habitait au sommet de Redline, dans ce qui était nommé le royaume des dieux, montrant la place qu'avaient ces Lunariens. Cependant, où sont-ils maintenant? King serait le dernier survivant de cette tribu, et aujourd'hui, hormis les Séraphins, nous n'avons vu aucun autre Lunarien. Est-ce qu'un peuple aussi puissant pourrait simplement disparaître, ou y a-t-il un coupable derrière cette disparition? Un coupable qui serait capable de mettre 100 millions de berries juste pour savoir où se trouve l'un d'entre eux. King ne semble pas être le seul dernier survivant d'une race dans One Piece. Il y en a une autre dont on ne peut pas passer à côté, c'est évidemment Charlotte Pudding de la tribu
des 3 yeux. Fille de Big Mom, elle est donc une moitié humaine, moitié 3 yeux. Donc on ne sait pas vraiment à quoi ressemble un 3 yeux à 100%. Il est dit qu'elle pourrait éveiller un don génétique en utilisant le pouvoir de l'œil placé sur son front. Les 3 yeux pourraient avoir un pouvoir similaire à la voix de toute chose, pouvoir montré uniquement chez très peu de personnages. Ce pouvoir, d'après Big Mom, donne la capacité de déchiffrer les poneglyphes, d'où l'importance de ce personnage maintenant capturé par l'équipage de Barbe Noire. À la différence des Lunariens, il n'a jamais été dit que cette tribu a été exterminée, mais eux aussi ne figurent pas sur la liste de la vente aux enchères. C'est comme si le gouvernement mondial ne voudrait même pas donner un indice sur l'existence de ce peuple. Et c'est logique, lorsqu'une habilité si spéciale rentre en collision avec ceux qui veulent contrôler l'histoire. Un autre peuple, bien caché dans le monde de One Piece et très peu connu de la communauté, pourrait être aussi une tribu antique et être lié à un personnage mystérieux, des Kinokobito. Oui, je sais que la plupart d'entre vous ne savent pas du tout de quoi on parle, et c'est normal. Il s'agit d'un peuple apparu dans l'arc Whole Cake Island. Dans le livre de Mondor, l'enfant de Big Mom garde tout un tas de peuples. Mais pourquoi je parlerai de ce peuple en particulier? La première chose qu'on remarque chez eux, c'est le fait qu'ils aient 4 jambes. 4 jambes humaines, pas des tentacules ou d'autres types de jambes. Et en passant en revue tous les personnages de One Piece, il n'y en a qu'un seul qui a cette particularité, Vanderdecken, un homme poisson qui a une particularité qu'aucun autre homme poisson n'a dans le monde de One Piece, d'avoir 4 jambes. Pourquoi un homme requin aurait 4 jambes, à part si Vanderdecken serait un mélange entre plusieurs espèces? On sait que ce cas existe dans One Piece. Par exemple, les Wotan sont des mi-géants, mi-homme poisson. Ce pourquoi il y a une probabilité que Vanderdecken soit à la fois un homme poisson et aussi un Kinokobito. Mais d'où viendrait ce côté Kinokobito? Vous l'avez peut-être oublié, mais Vanderdecken 9 est le 8e descendant d'un certain Vanderdecken qui aurait vécu il y a très longtemps. Cet homme était le capitaine d'un navire et avait défié le paradis, provoquant la colère des dieux, l'ayant maudit et condamné son navire, le Hollandais volant, à naviguer éternellement. Mais ce n'est pas tout. Il était aussi au courant de la fameuse arme antique Poséidon se transmettant entre princesses sirènes et l'avait recherché. Ainsi on arrive sur un homme du passé au courant des armes antiques qui avaient provoqué la colère des dieux du paradis qui, dans le monde de One Piece, font écho à ceux qui s'autoproclament maîtres du monde. Et en même temps, ce Vanderdecken pourrait être issu d'une espèce rare, voire disparue. Ces personnages qui sont tous liés au siècle oublié ou à des légendes antiques de façon directe ou indirecte sont issus de peuples rares non mentionnés. Certains ont tenté d'être reproduits par le gouvernement mondial, comme les Numbers ou plus récemment les Séraphins, et d'autres n'ont tout simplement pas le droit d'exister. Tout cela mis bout à bout rend évident que la purge mentionnée au chapitre 908 a déjà été réalisée par le passé sur tous les peuples problématiques ou liés à des personnes problématiques. Ce pourquoi la plupart ont disparu. Si aujourd'hui certains Oni ont pu survivre, on peut par exemple y voir une forme de chance, car ces derniers pouvaient se cacher parmi les humains, de par leur taille et leur forme humanoïde, là où pour les géants antiques, c'était impossible. Selon moi, les Oni sont issus d'un métissage avec les humains, tout comme les boucaniers. Mais si depuis le début de cette vidéo on fait porter le chapeau de ces actions sur les dragons célestes, il ne faut pas oublier l'individu au centre de tout cela, le véritable défi, celui qui sera le grand obstacle à la réalisation du rêve de Luffy, celui qui est partout dans le manga. お主、今回の旅で一体何を見た? Si dans One Piece, tous ces peuples, tribus et royaumes ont pu être exterminés par le gouvernement mondial, c'est tout simplement car dans ce monde, il y a des hommes prêts à le faire, prêts à juger tout ce qui leur est différent. On ne peut pas simplement accuser le gouvernement mondial. On ne peut pas tout réduire au dragon céleste. Il n'y a pas eu besoin de l'intervention du gouvernement mondial pour que Chopper soit détesté et chassé par les humains. Il n'y a pas eu besoin de l'intervention du gouvernement mondial pour que les habitants de Wano fassent souffrir Kawamatsu et sa mère car ils étaient des hommes poissons. De même pour Inuarashi et Nekomamushi qui avaient failli se faire brûler sur la plage de Kuri. Cette haine peut être issue d'une jalousie,
de ces dons particuliers que n'ont pas les humains, et ces derniers finissent par les objectifier pour leurs capacités. Comme Mother Caramel qui voulait vendre Charlotte Linlin pour en faire une soldat de la marine, tout comme le roi du royaume de Kaido qui l'avait vendu pour que son pays puisse aller à la rêverie. Cette envie de contrôle sur absolument tout est ce qui a poussé à l'incident d'Ohara, où en plus de tuer des archéologues, Sakazuki, de son propre chef, a ordonné l'assaut du bateau des civils, au cas où un archéologue y serait à bord. Plus généralement dans One Piece, à chaque fois que le gouvernement mondial a un souci, leur solution, c'est l'extermination. Mais évidemment, cela n'est pas sans conséquences. Les nobles mondiaux ont déjà eu plusieurs frayeurs au cours de l'histoire. Une fois par un mystérieux robot âgé à l'époque de 700 ans, qui aurait attaqué Marie-Joise 200 ans avant l'époque actuelle. 38 ans avant l'histoire actuelle, Roxy Shebeck a attaqué God Valley, une terre volée par les dragons célestes, devenue un terrain de jeu pour ces derniers. Puis 15 ans plus tôt, les dragons célestes ont encore eu une frayeur suite à l'attaque de Fisher Tiger qui avait notamment libéré beaucoup d'esclaves. Ce n'est pas un hasard si on retrouve des individus issus de peuples persécutés parmi ces attaques. Même le Jolly Roger de Rox pourrait nous faire croire qu'il est lui aussi lié aux Oni. Tout dernièrement, ce sont les révolutionnaires qui ont attaqué la Terre Sainte et ont coulé les ravitaillements des dragons célestes, ce qui risque de causer une famine dans leur camp. Cependant, on sait qu'ils ne resteront pas les bras croisés. C'est le début de la prochaine grande purge de One Piece. Comme le disait Barbe Blanche, une fois que ce grand trésor sera trouvé, une énorme guerre sera déclenchée et le gouvernement mondial répondra comme il l'a toujours fait par le passé. Ce ne sera plus pirate contre marine, mais le combat de la liberté contre la servitude. C'est là que Luffy devra apporter une réponse, car encore une fois, accomplir la tâche du guerrier libérateur, ce n'est pas juste se débarrasser du gouvernement mondial, mais se débarrasser du comportement des humains. Quand Barbe Blanche a déclaré l'île des hommes poissons comme son territoire, cela a protégé les hommes poissons. Mais cela n'a pas du tout changé les relations entre les deux peuples, au niveau des discriminations et de la haine dans les deux camps. Que feront Luffy et ses Nakama après avoir pris conscience de tout cela sur Loftel? C'est la question que je me pose. Comme vous l'avez compris, la guerre finale de One Piece sera une guerre totale où beaucoup de personnages issus de peuples antiques se rallieront contre le gouvernement mondial et reviendront, comme Wiper par exemple. Et ce n'est pas pour rien si Oda prépare le retour de ces personnages à travers plein d'histoires surprenantes, où on apprend ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué. Mais si tu veux vraiment savoir tout cela, je te conseille de regarder donc cette vidéo là, qui va t'expliquer ce que sont devenus et comment ont évolué tous ces personnages oubliés. Sinon, porte-toi bien, et moi je te dis, ciao, à plus.